retrouve pas de cerveau fossile, ce qu'on a, c'est juste le crâne. Tout ce qui est mou à l'intérieur a complètement disparu. Comment faire réapparaître les cerveaux d'êtres humains ayant vécu il y a des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'années? C'est le projet de recherche en apparence un peu fou d'Antoine Balzo. Étudier le cerveau de Néandertal et d'autres espèces humaines aujourd'hui éteintes. Fou parce qu'il part de presque rien. Des crânes fossilisés de nos ancêtres. Comment s'y prend-il? Jusqu'où espère-t-il pouvoir étudier ces cerveaux disparus? On a en tête l'idée d'essayer de reconstituer le connexion qu'il y a à l'intérieur du cerveau chez un néandertalien. Ça paraît impossible à faire, évidemment, puisqu'on ne l'a pas. C'est toute l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Antoine Balzo, c'est un paléoanthropologue au Muséum d'histoire naturelle. Il est responsable du projet PaléoBrain. C'est lui qui ambitionne de faire parler le cerveau des humains préhistoriques. Alors vous allez le voir, ces travaux nous ramènent à cette époque presque inconcevable pour nous, à laquelle des humanités différentes cohabitaient. Certaines avaient des cerveaux plus grands, d'autres plus étirés, mais toutes possédaient leur propre intelligence. Je suis Margot Brunet, journaliste à Cerveau et Psycho. Bienvenue dans Braincast, notre podcast dans lequel des scientifiques vous parlent de ce qui se passe dans leur tête, mais aussi dans la vôtre. Pour cet épisode, on est avec Antoine Balzo et on parle des humanités disparues. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement ce qu'est l'objectif de votre spécialité, donc la paléoneurologie? Disons qu'on essaye de travailler sur l'évolution du cerveau humain, mais depuis les débuts de la préhistoire. Depuis qu'on trouve des fossiles, forcément, essayer d'étudier ce qu'il y a à l'intérieur, ça a un vrai sens aussi. Donc il y a eu cette question d'essayer de comprendre ça, et en particulier aussi parce qu'évidemment, le cerveau, tout de suite, on se dit que c'est relié aux capacités humaines, d'où l'intérêt de travailler sur des cerveaux fossiles. Donc depuis qu'on fait de la paléontologie, les chercheurs se sont intéressés à la forme du cerveau et ont essayé de comprendre comment il a évolué au cours du temps. Comment on fait pour étudier des cerveaux alors que, si je ne me trompe pas, un cerveau ne se fossilise pas? C'est le principe. C'est justement l'aspect original de la discipline et pourquoi c'est compliqué. On retrouve pas de cerveau fossile, ce qu'on a, c'est juste le crâne. Tout ce qui est mou à l'intérieur a complètement disparu. Heureusement, pour essayer d'avoir une vision de cette anatomie du cerveau, on a la boîte crânienne, parce que le cerveau et le crâne se développent ensemble pendant notre croissance. Ils grandissent chez un individu l'un contre l'autre, ce qui fait qu'il y a des marques sur la surface interne du crâne qui reflètent la forme du cerveau, et on appelle ça l'endocrâne. Par contre, une des vraies difficultés, c'est justement de savoir à quel point cet endocrâne, ce moulage interne du crâne, reflète réellement la morphologie du cerveau. Parce que entre un cerveau et le crâne, donc même entre le cerveau et l'endocrâne, il y a du liquide céphalorachidien entre les deux. Est-ce que tout ça n'empêche pas d'avoir une impression de la forme du cerveau sur le crâne? Ça n'empêche pas, mais ça fait partie des raisons qui nous amènent à nous poser la question de comment faire pour être précis et en quoi justement ce moulage interne va vraiment refléter le cerveau. Parce que tous ces tissus sont bien présents, ont forcément un impact. Certains vont avoir une influence directe. Par exemple, sur le moulage interne du crâne, on voit des veines qui circulent un peu partout. C'est le réseau méningé qui est marqué. Ce sont des veines qui circulent entre notre cerveau et notre crâne. Celles-là, on les voit très nettement. Et à l'inverse, à cause des méninges et des autres tissus, du liquide aussi qu'il peut y avoir, on se demande jusqu'à quel point on peut faire une connexion entre la forme du cerveau et ce moulage interne du crâne. Et c'est vraiment l'objectif, d'avoir la capacité d'améliorer notre capacité de lecture de l'endocrâne. D'accord. Donc, le premier volet, c'est de parvenir à faire le lien entre les structures de l'endocrâne, ou plutôt les aspérités de l'endocrâne, et la forme du cerveau. C'est exactement l'objectif, le premier objectif qu'on avait. Et pour montrer à quel point c'était délicat, difficile, on a publié il y a 2-3 ans un article scientifique où on a voulu tester à l'aveugle notre capacité à lire l'endocrâne, c'est-à-dire ce moulage interne du crâne. Dans notre projet, on avait des données d'imagerie obtenues sur des volontaires, à la fois l'endocrâne et le cerveau. Et justement, on a envoyé ce premier endocrâne à tous les chercheurs au monde qui travaillent sur l'évolution du cerveau en leur disant vas-y, prends ce modèle et marque ce que d'habitude tu décris sur un endocrâne et que tu penses être lié au cerveau. Il y en a un qui m'a répondu tout de suite en disant mais t'es fou, on va démontrer qu'on se trompe, on peut pas faire ça. Mais si, c'est justement l'objectif d'arriver à montrer à quel point ce qu'on fait d'habitude est juste ou pas. Au final, on était 14 à faire ce test-là, dont moi, parce que j'avais pas
vu encore le cerveau de cet individu. Donc, on a marqué ce qu'on observait sur l'endocrâne, on a comparé nos résultats. Et là, une petite catastrophe, en quelque sorte. Si globalement, on marquait des choses aux mêmes endroits, les noms qu'on donnait à ces empreintes n'étaient pas les mêmes. On se trompait beaucoup dans les déterminations qu'on faisait et il y avait une variation entre les chercheurs qui était gigantesque. Donc vraiment, ça montrait que notre capacité à lire l'endocrâne était pas aussi certaine que ce qu'on faisait avant, ce qu'on pensait avant, qu'il fallait améliorer cette compréhension du lien et puis arriver à fournir une clé de lecture, quelque chose de plus homogène pour qu'on soit un peu plus solide scientifiquement quand on décrit les endocrânes. L'objectif du projet PaléoBrain est donc de reconstituer des imageries de cerveau d'espèces humaines disparues. Pour ça, il faut commencer par savoir à quoi ressemblaient ces cerveaux. Pour ça, les paléoneurologues disposent uniquement de crânes, voire de morceaux de crânes fossilisés, parfois depuis des dizaines ou centaines de milliers d'années. Car à l'intérieur de notre crâne, nous voyons des bosses, des rainures, des dépressions. Depuis que l'étude des fossiles existe, des chercheurs décrivent les cerveaux des espèces disparues grâce à ces marques. Ils peuvent en déduire la taille, la forme, l'espace laissé aux différentes zones cérébrales. Sauf que depuis le début, ils se trompent. Ou plutôt, ils se trompaient. Car avant de lancer le projet PaléoBrain, l'équipe a testé la capacité des différents spécialistes dans le monde à lire les endocrânes. Et tous ceux qui l'ont fait se sont trompés. Ils ont notamment mal placé le sillon central, ce repli majeur à la surface de notre cerveau. Avant de se lancer dans l'analyse des crânes d'espèces éteintes, les scientifiques ont donc dû corriger ces erreurs de décryptage des crânes et apprendre à déchiffrer les informations gravées à sa surface. Et donc, l'objectif du projet PaléoBrain, c'est justement de réussir à, entre guillemets, standardiser cette lecture des endocrânes et de faire en sorte que tous les spécialistes du domaine puissent lire de la même manière un endocrâne et ne fassent plus trop d'erreurs. Alors, ce serait merveilleux d'arriver à un résultat aussi définitif et où tout fonctionne très bien. L'objectif, c'était au moins d'améliorer notre capacité à faire tout ça. C'est ce qu'on a fait. Alors, ça nous a pris du temps. Le premier projet s'est terminé il y a peu de temps et ça nous a pris 4 ans. Pour y arriver, on a en fait imagé 75 volontaires actuels avec des techniques d'IRM complémentaires qui ont permis d'imager le cerveau. Évidemment, ça c'était simple, mais d'avoir aussi des informations sur la connectivité du cerveau, sur l'état au repos du cerveau et puis sur l'anatomie osseuse, parce qu'avec des IRM et une séquence particulière, on peut aussi imager l'os. Ça a duré 1h30, l'acquisition, c'était vraiment très long pour chaque volontaire, mais ça permettait comme ça d'avoir un panel d'informations sur la tête de chacun des individus et après 2 ans de travail pour tout reconstruire, pouvoir faire ces comparaisons-là. Et c'est grâce à ces comparaisons qu'on a pu créer une sorte d'atlas. Alors, notre but, ça a été d'analyser cette diversité d'informations et de partir sur les 75 individus, de ce qu'on observait réellement sur les endocrânes et de réellement donner les bons noms grâce au cerveau dont on disposait. Donc, on pouvait positionner pour tous les individus les vrais sillons sur l'endocrâne, ce qui nous a montré que les sillons n'avaient donc pas une forme très linéaire, qu'ils avaient des formes complexes, qu'on les voyait plutôt sur la partie inférieure de l'endocrâne et moins sur la partie supérieure. Quand vous dites inférieur, si je compare ça à mon visage, par exemple, ma tête, c'est quoi la partie inférieure? Sur les côtés qui sont le plus en contact, en fait, entre le cerveau et le crâne. Donc, ça va être l'avant des lobes frontaux, les côtés des lobes temporaux, la base des lobes temporaux, un peu les lobes pariétaux, et plus on monte vers le sommet de la tête, vers les lobes frontaux et pariétaux tout en haut, et moins les empreintes sont finement reliées, parce qu'elles sont beaucoup moins marquées sur l'endocrâne. Ce qu'on a vu aussi, c'est que sur tous nos endocrânes, on avait environ 12% d'empreintes, de marques clairement visibles, qu'on arrivait à identifier sans problème sur les endocrânes, mais qui ne correspondaient à rien sur le cerveau, qui étaient liés au passage des veines, aux sutures, à des structures osseuses, et que jusque-là, on interprétait comme des sillons, alors que finalement, ça n'avait rien à voir avec l'anatomie cérébrale. Ce premier volet du projet PaléoBrain a donc atteint ses objectifs il y a quelques mois. Améliorer notre capacité à lire les endocrânes et disposer d'une sorte de traducteur permettant de décoder l'intérieur du crâne d'un fossile humain. Grâce à l'étude d'imagerie cérébrale de 75 volontaires, ils ont ainsi pu montrer, par exemple, qu'il y a moins de traces de la forme du cerveau sur la partie supérieure de l'endocrâne que sur sa partie inférieure. Et donc, que plus les traces sont situées sur la partie basse de l'endocrâne, plus elles reflètent la forme externe du cerveau. Mais ils en ont surtout tiré un chiffre.
12% des traces visibles sur le dôme crânien ne correspondent à rien sur le cerveau. Elles sont liées au passage de veines, de structures osseuses, alors qu'auparavant, on les pensait façonnées par des sillons cérébraux. Grâce à ce travail, les chercheurs peuvent ainsi utiliser des crânes pour déduire de manière bien plus fiable l'anatomie cérébrale. Un crâne fossile devient alors une fenêtre d'observation du cerveau d'espèces humaines éteintes. Donc je résume, si on voit un crâne de l'intérieur, qu'on voit donc son endocrâne, en quelque sorte le dôme qui englobe notre cerveau, il y a 12% des formes, des sortes de sculptures qu'on voit sur ce dôme qui sont pas du tout liées à notre cerveau. C'est des liaisons osseuses, des liaisons vasculaires, etc. Exactement. Enfin, on est en train de publier un article où on appelle ça une pierre de Rosette, parce que l'image ressemble vraiment à ça. On a finalement la traduction dans plusieurs langues. On a la vraie anatomie cérébrale et puis les endocrines avec les informations justes, ce qui nous permet de montrer où sont les bonnes informations pour qu'ensuite on puisse l'appliquer à des spécimens à l'aveugle en disant simplement: dans cette zone-là, ces marques-là ont de très fortes probabilités d'être le sillon latéral ou le sillon central. Dans cette zone-là, plus vers le haut, tu as peu de chances de voir le sillon central, donc il vaut mieux pas s'y prendre et essayer de trop interpréter, etc. Arriver comme ça à donner une sorte de guide pour le spécialiste, pour arriver à avoir une information plus précise et puis scientifiquement plus robuste, avec un peu plus de parcimonie que ce qu'on pouvait faire un petit peu auparavant. Parce que l'objectif maintenant, c'est de se dire, si on a réussi à comprendre comment le cerveau façonne, sculpte, entre guillemets, le crâne, c'est ensuite de n'avoir qu'un crâne, donc un fossile potentiellement, et grâce à ça, de reconstituer peut-être la forme du cerveau. Exactement. C'est en effet d'être capable de relire les endocrines en étant beaucoup plus précis que ce qu'on faisait avant. Là, on a par exemple pu le faire pour un spécimen, l'homme de Cro-Magnon, qui est un Homo sapiens très complet, très bien conservé. J'ai choisi ce spécimen-là comme premier test parce que c'est un Homo sapiens, donc forcément il y a moins de biais dans l'interprétation des caractères. Il nous ressemble quand même énormément parce que il est très bien conservé, qu'on voit beaucoup d'empreintes dessus, et puis parce que c'était moi qui l'avais décrit il y a une dizaine d'années et que je voyais bien que nos déterminations étaient très fausses. Alors plutôt que de commencer par des travaux faits par des collègues et de commencer à dire « Regardez, vous vous êtes trompé », je me suis dit « Commençons par m'autocritiquer et reprendre tout ce que j'ai pu faire de mal par le passé ». Donc ça a été le premier spécimen, cet homme de Cro-Magnon, qu'on a révisé avec en effet une relecture des sillons, une interprétation moins risquée peut-être de certaines zones. Et en l'occurrence, on s'est rendu compte que le sillon central, on l'avait mal positionné aussi sur ce spécimen-là. Grâce à toutes les informations qu'on avait collectées, on a pu montrer qu'il est plus en arrière, ce qui forcément change notre interprétation des grandes proportions du cerveau. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et la perspective ensuite, c'est de faire la même chose sur tous les spécimens fossiles qu'on a sous la main, ceux qu'on nous propose pour étude, et puis les plus complets pour essayer de mieux comprendre la structure évolutive du cerveau. Grâce à cette pierre de Rosette, l'équipe peut passer à la deuxième étape du projet. Partir de crâne pour déterminer les formes et caractéristiques de cerveau humain. Pour cela, la méthode est subtile. Il s'agit de déformer numériquement des cerveaux d'humains actuels pour les faire correspondre à la forme d'un cerveau déduite d'un endocrâne fossile. Ils obtiennent alors une cartographie des différentes zones cérébrales. L'équipe a commencé avec le fossile d'un homme de Cro-Magnon vieux de 35 000 ans. Puisque ce dernier appartient à la même espèce que nous, Homo sapiens, le risque de se tromper et de mal positionner une structure était beaucoup moins grand. Grâce à cela, l'équipe a donc modélisé la forme et la structure du cerveau de Cro-Magnon et a donc pu s'intéresser à l'évolution de cet organe au sein même de notre espèce. Ils ont par exemple vu que sa structure générale est un peu différente de la nôtre. L'homme de Cro-Magnon avait des lobes pariétaux, impliqués dans l'intégration sensorielle notamment, plus développés. En allant encore plus loin, ils espèrent pouvoir comprendre comment ces différences structurelles influençaient les comportements de Cro-Magnon. L'équipe est ensuite passée à l'étude du cerveau de notre célèbre ancien cousin, Néandertal. La finalité, c'était de pouvoir faire des comparaisons. Donc, on a fait la même chose pour un néandertalien. Un des mieux conservés qu'on avait, c'est celui de la chapelle aux Saints. Et donc, en suivant le même processus, en identifiant ces principaux sillons, on a pu redéformer un cerveau d'Homo sapiens pour qu'il prenne les proportions
de l'endocrâne du néandertalien. Mathématiquement, ça a été beaucoup plus complexe parce que justement, la forme ne correspond plus. Donc, il a fallu vraiment adapter tout le processus, mais ça a permis d'obtenir une reconstitution de forme du cerveau. Alors, quelles sont les principales différences justement entre un cerveau d'Homo sapiens et un cerveau de néandertalien? Alors, chez le néandertalien, les lobes pariétaux sont plus étendus vers le bas, les lobes occipitaux plus développés vers l'arrière, et en fait, ça fait une structure cérébrale qui est totalement différente de celle qu'on voit chez notre espèce. Alors, globalement, les deux humains de cette époque-là, 35 000 pour ces sapiens anciens, 42 000 ans pour les néandertaliens, ont des volumes cérébraux assez similaires. C'est globalement la même taille. Les différences de proportion s'expriment en effet dans notre cerveau d'Homo sapiens, qui est plus compact et plus étendu vers le haut. On s'en rend bien compte quand on regarde notre crâne. On a des bosses au-dessus du crâne, au niveau de nos os frontaux, de nos os pariétaux, en avant et en arrière de notre tête. Notre crâne a une forme un peu rectangulaire, étirée vers le haut. C'est pas du tout le cas de toutes les autres espèces humaines. Et Néandertal, lui, il est particulier par un crâne et un cerveau qui vont être en effet plus plats, mais plus étirés vers le côté, avec une forme plus ronde. Chez le Néandertal aussi, il y a la partie arrière, les lobes occipitaux, très étendus, très développés par rapport à notre espèce. En fait, chaque petite zone a sa particularité et finalement, la structure d'ensemble du cerveau est complètement différente entre ces deux humains différents. Au-dessus de la nuque, en fait, c'est moins développé chez Néandertal que chez Homo sapiens, c'est ça? Eh ben, en effet, le cervelet, alors, en termes de taille absolue, ça a à peu près le même volume, mais c'est vrai que chez Homo sapiens, les deux parties du cervelet sont très développées, très collées l'une contre l'autre, alors que chez Néandertal, elles sont plus écartées, plus ovoïdes aussi et plus vers l'avant. Donc, ça change vraiment la forme générale de l'arrière du cerveau de manière assez notable. Est-ce que, par exemple, cette différence au niveau des cervelets entre un Néandertal et un Sapiens, on sait ce qu'elle pourrait impliquer comme différence d'un point de vue cognitif, par exemple? Ah, c'est la vraie difficulté. Un des premiers biais que l'on a, c'est que ce qu'on arrive à observer là, c'est juste la surface externe. On n'a pas l'intérieur du cerveau. Donc, si on arrive à reconstituer le cerveau de manière un peu plus précise, il ne faut pas oublier que ça ne représente que les principales zones de l'extérieur du cerveau. Donc, on n'a vraiment aucune indication sur la structure interne. Quelles sont les différences entre ces deux cerveaux reconstitués qui vous ont le plus étonné, marqué en tant que chercheur avec les connaissances qui étaient les vôtres au moment de leur synthèse? Quelque chose qui nous a vraiment surpris au départ, c'est qu'on avait une idée générale du fait qu'Homo sapiens était considéré pendant longtemps comme l'humain avec la partie frontale la plus développée, et parmi tous les primates ayant des lobes frontaux très développés. Il se trouve que finalement, les lobes frontaux de Néandertal sont aussi grands, avec même des zones vers l'avant des lobes frontaux qui sont plus étendues que chez Homo sapiens, ce qui va un peu contre ce raisonnement circulaire qu'on avait des capacités élaborées qui se trouvent dans les lobes frontaux et donc qui étaient forcément les plus développées chez Homo sapiens. La structure semble être très développée chez Néandertal. Parce que les fonctions intellectuelles supérieures sont souvent associées à des réseaux neuronaux qui sont au niveau du cortex préfrontal. Voilà. Et en fait, il est aussi très développé chez Néandertal. Exactement. Vraiment, ça a été la surprise d'observer ça, ce qui dans l'absolu, ne contredit rien, mais montre que avoir des raisonnements simples et surtout circulaires, pas basés sur des données en sciences, c'est risqué. Parce que au moment où on a finalement des données, on peut se rendre compte que ce qu'on racontait de manière simple est pas si juste. La prouesse de l'équipe d'Antoine Balzo est absolument inédite. Grâce à elle, on peut voir les circonvolutions de cerveaux disparus depuis des dizaines de milliers d'années. Il manque bien sûr la disposition interne, les zones profondes de ces cerveaux. Ce sont notamment celles qui dirigent nos réactions primitives, nos peurs, nos émotions. La connectivité de ces cerveaux éteints échappe aussi forcément aux chercheurs. On sait par exemple que chez Homo sapiens, et d'ailleurs chez tous les mammifères, les neurones sont très spécialisés. Ou encore qu'en grandissant, nous perdons des connexions neuronales. C'est ce qui nous permet de renforcer certaines connexions liées à des apprentissages majeurs en grandissant. Ces informations-là restent inconnues car elles sont microscopiques et logées dans la structure la plus fine des neurones. Elles n'ont donc laissé aucune empreinte sur les os crâniens fossilisés.
Mais l'équipe de PaléoBrain a de la ressource et elle ne désespère pas pour autant de faire le lien entre la structure cérébrale déduite grâce à ces endocrânes fossilisés et les capacités cognitives des autres espèces humaines. On n'a pas abandonné l'idée de faire parler le cerveau des humains, d'arriver à comprendre un peu mieux la fonction. Et en fait, c'est la perspective qu'on a dans le nouveau projet qu'on débute maintenant, qui va durer aussi plusieurs années. On a acquis sur nos volontaires plein de données anatomiques sur leur tête, mais on a aussi acquis plein de données comportementales. Des tests de latéralité manuelle, des expérimentations où on essayait de mesurer leur force, leur précision, leur capacité dans des tâches unimanuelles, bimanuelles, la latéralité sonore, visuelle, toutes ces données dont on sait qu'il y a un lien avec les asymétries cérébrales. Une limite, c'est que la littérature aujourd'hui anatomique sait qu'il y a un lien globalement de cerveau et asymétrique vers l'avant des lobes frontaux et vers l'arrière des lobes occipitaux chez 90% des humains qui sont droitiers. Donc il y a vraiment une connaissance de ce grand lien, mais on ne connaît pas le détail de cette corrélation. Et là, ce qu'on a voulu faire en enregistrant toutes ces informations, c'est vraiment de répondre à cette question-là. Est-ce qu'en regardant le détail des asymétries anatomiques du cerveau et en prenant tous les critères, les pétalias, les asymétries des zones fonctionnelles, la position des sillons centraux, la forme des sillons centraux, parce qu'on sait qu'il y a des indentations un peu particulières du côté où la main utilisée s'exprime. Tous ces caractères-là dont on sait qu'il y a un lien avec la fonction, on l'a caractérisé le plus précisément possible chez nos volontaires, en même temps qu'on acquérait des données comportementales pour bien détailler leurs capacités et leurs fonctions. Et donc, on va faire ce lien entre la fonction et l'anatomie cérébrale pour, à terme, essayer de l'appliquer à nos spécimens fossiles et sur la base des moulages internes de ces crânes-là, arriver à discuter de la possibilité de lire si un néandertal pouvait, par exemple, être droitier ou gaucher juste avec la forme de sa boîte crânienne. Donc, ce nouveau projet, cette deuxième étape de PaléoBrain, c'est d'aller plus loin sur la comparaison, voire la remodélisation d'un point de vue, en 3 dimensions, d'un point de vue numérique, de cerveau, de Néandertal, etc., etc. Maintenant qu'on a cette clé de lecture, on peut regarder les fossiles et beaucoup mieux les comprendre qu'avant. Donc, c'est forcément passionnant et prometteur puisqu'on va être plus précis pour tout cet aspect-là. On a en tête l'idée d'essayer de reconstituer le connectome, toutes les connexion qu'il y a à l'intérieur du cerveau chez un néandertalien. Ça paraît impossible à faire, évidemment, puisqu'on ne l'a pas. Oui, mais puisqu'on a des cerveaux d'Homo sapiens, l'intérêt, c'est qu'on a déjà toutes ces connectivités pour Homo sapiens. Il y a des travaux qui sont faits aujourd'hui par des chercheurs de l'Institut Pasteur qui ont montré que ce connectome était assez homogène en fonction des primates, en fonction de la taille du cerveau, plutôt que de la structure du cerveau. Ce qui fait que, finalement, un cerveau plus gros est relié à des structures qui sont assez similaires et avec un connectome qui va être assez similaire. Ce qui fait que notre cerveau de néandertalien, si on arrive à le reconstituer et à positionner les principaux sillons, on peut essayer de déformer toutes ces connexions internes d'un Homo sapiens sur un cerveau néandertalien pour essayer de l'imager en 3D sur cette espèce humaine disparue, ce qui est une approche un peu originale qui nous renseignera au moins en partie et de manière théorique sur ce qui pouvait être vraiment à l'intérieur du cerveau de ces humains du passé. Vous voulez aussi vous intéresser à d'autres espèces humaines. Évidemment, un objectif important pour nous, c'est d'étudier certains fossiles, l'homme d'Arbin, l'homme de Dali, tous ces spécimens fossiles tellement étranges, d'étudier l'anatomie de leur endocrâne pour essayer de comprendre leur structure cérébrale et mieux comprendre ce qui s'est passé tout au cours de l'évolution humaine. On va mener aussi l'étude du crâne d'Arbin, de Dali, parce que ces spécimens fossiles appartenant peut-être aux Denisoviens, à Homo longi, il y a un grand débat sur ces espèces-là. Le fait d'apporter à chaque fois une nouvelle image, un nouveau jalon, ça complète l'image générale et ça nous permettra de contribuer à cette grande discussion sur ce nouveau groupe d'Asie continentale a priori et de voir quelles sont les différences qu'il peut y avoir. En fait, les premiers résultats qu'on a déjà là sur l'anatomie du cerveau, c'est qu'il ne ressemble ni à Homo sapiens ni à Néandertal et que ça semble bien être quelque chose d'humain, d'encore différent, contemporain des autres espèces humaines. Ça nous montrera peut-être que ces humanités différentes, avec ces structures cérébrales différentes, ayant toutes des comportements complexes, ça nous montre à quel point le cerveau était plastique, comme il peut l'être chez notre espèce aujourd'hui, mais comme il l'était auparavant, presque encore plus, puisqu'il y avait des humanités extrêmement différentes les unes des autres, beaucoup plus que la variabilité qu'on peut avoir chez les quelques milliards d'humains qu'il y a sur Terre aujourd'hui. Et il y avait aussi
probablement une diversité de capacités cognitives. Chaque humanité pouvait, j'imagine, avoir ses points forts. Il n'y en avait pas forcément une qui était plus intelligente que l'autre. Réellement, moi, je suis assez convaincu. Évidemment, c'est peu scientifique, on peut pas le démontrer, mais les données archéologiques nous montrent qu'un néandertalien d'il y a 40 000 ans, qu'un homo sapiens à peu près contemporain, avait des compétences individuelles vraiment très importantes. Si aujourd'hui on se permet des comparaisons ou si on essaye de se dire quelle est notre intelligence par rapport à eux, on a un biais. Le biais, c'est qu'on a l'impression d'être capable de faire énormément de choses. On écoute un podcast, on utilise nos ordinateurs, nos smartphones en se disant « waouh, on est super intelligent ». Mais en réalité, individuellement, on n'est pas capable de faire ça. C'est que depuis quelques milliers d'années, on a collecté et conservé la connaissance. Notre intelligence individuelle, elle s'est pas transformée depuis des milliers d'années. Elle est restée du même ordre. On n'est pas plus malin que ceux d'avant. On a juste accès à plus de données, plus de connaissances parce qu'on a su les conserver. Si on met ça à l'échelle de la préhistoire, il n'est pas inenvisageable que ces humains d'il y a quelques dizaines de milliers d'années faisaient déjà des choses tellement complexes qui impliquent tant de capacités individuelles qui devaient avoir le même degré d'intelligence que nous finalement. Et donc que ces grandes différences qu'on peut voir sur la structure du cerveau entre un Homo sapiens d'il y a 30 000 ans, nous, et un néandertalien, eh bien, probablement qu'elles ont un impact sur nos capacités individuelles, évidemment, puisque les structures du cerveau sont très différentes, mais il est possible aussi que finalement, elles aient permis le même ordre individuel de capacités intellectuelles. Tous ces travaux dont m'a parlé Antoine Balzo reposent uniquement sur des fossiles de crâne humain. Parfois, ce ne sont même que des fragments. Les chercheurs doivent donc se contenter de ça, des morceaux d'os. Et c'est grâce à ça, à ces restes datant de dizaines, pour certains de centaines de milliers d'années, qu'ils sont capables de produire l'ébauche du cerveau de l'individu. Ce qu'il y a d'absolument fascinant dans ce projet PaléoBrain, c'est autant le niveau de précision et de technicité des analyses que ce qu'elles peuvent nous apprendre. En partant de ces fragments crâniens, nous pouvons faire réapparaître la structure du cerveau d'espèces humaines disparues. Alors bien sûr, nous ne pouvons pas connaître leurs pensées et leur façon d'être, mais nous pouvons peut-être commencer à toucher du doigt ce qui nous sépare de ces autres humanités et donc ce qui nous rassemble. Bientôt, les paléoneurologues pourront par exemple nous dire si l'homme de Néandertal était lui aussi latéralisé et donc soit gaucher, soit droitier. Ou encore comprendre ce qui fait notre spécificité. Qu'est-ce qui, dans notre cerveau, lui est absolument propre ? Longtemps, les neuroscientifiques ont été tentés de considérer que c'est notre cortex préfrontal, cette zone à l'avant et en haut de notre cerveau, puisqu'elle est impliquée dans les fonctions intellectuelles supérieures, la planification, les normes sociales, le raisonnement. Mais les lobes frontaux de Néandertal sont aussi étendus, voire encore plus que les nôtres. Ce qui veut dire que ce cousin de notre espèce avait peut-être des fonctions cognitives tout aussi complexes que les nôtres. C'est d'ailleurs sûrement aussi vrai de Cro-Magnon, cet Homo sapiens ancien. Lui avait donc un cerveau en moyenne plus gros que le nôtre. Alors bien sûr, les neuroscientifiques savent bien que la taille ne fait pas tout. Nous pouvons en revanche nous accorder sur le fait que lui non plus n'était à minima pas moins intelligent que nous. Non, que ce soit Néandertal, Cro-Magnon ou quelconque autre humanité disparue, leur cerveau n'était pas moins complexe, pas moins développé que le nôtre. Si nous sommes les derniers représentants du genre humain, ce n'est pas tant grâce à notre intelligence qu'à d'autres spécificités que nous devons encore découvrir. Et il faudra sûrement pour cela faire appel à l'humilité de la démarche scientifique et accepter que notre espèce n'est pas la plus élevée du genre Homo, mais simplement une forme parmi tant d'autres. Vous venez d'écouter Braincast, un podcast de Cerveau et Psycho. Je suis Margot Brunet et j'ai écrit et tourné cet épisode. La réalisation et le mix sont de Gautam Shukla. Braincast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également nous rejoindre sur nos réseaux et sur cerveauetpsycho.fr et pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner à ce podcast et à notre magazine. On vous donne rendez-vous dans 15 jours pour notre prochain épisode.